Salut à tous! Aujourd'hui, plein feu sur Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, réalisé par James Gunn, et Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott. On démarre donc tout de suite avec Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Bon, par où je commence? J'ai aimé le premier. C'était pas ouf, mais pour un film Marvel, ça faisait quand même le taf. Et quant à celui-ci, non, vous savez quoi, je vais rien dire sur ce film. Je vais directement passer à Alien Covenant parce que il y a vraiment rien à dire. Donc merci d'avoir regardé. Allez, on passe direct à Alien Covenant. Ciao. Non, bon, paniquez pas, hein, je déconne. Hein, c'est juste que j'ai pas du tout aimé. Hein, comme ça, c'est clair. Hein, c'est mauvais, c'est pas bon. Non, c'est naze. Non mais sérieusement, comme si le délire du premier opus c'était pas suffisant, faut que Marvel remette ça en plus déjanté. Parce que ok, les Gardiens de la Galaxie c'est un gros délire composé de héros totalement hors la loi, rebelles et j'en passe, mais là je trouve clairement que ça va trop loin et le rendu final du film est lourd. Extrêmement lourd, y a pas une seule blague qui fait mouche dans ce film, elles sont toutes d'un ennui mortel. Enfin moi en tout cas je l'ai vraiment perçu de cette façon. Et si c'était que ça serait déjà énorme, mais hélas, y a pas que ça qui merde. Bon, vous le savez, les Gardiens de la Galaxie possèdent une bonne dose de variété musicale, qui sont pour la plupart du temps assez cool. Mais là, je trouve que sincèrement, le choix de certaines chansons laisse vraiment à désirer et sont placés à des moments totalement inappropriés. Il nous passe dans les 5 premières minutes du film Mr. Blue Sky de Hello. Sans déconner les mecs, vous avez pas trouvé mieux comme chanson? Surtout qu'en France, on a une pub à la con de forfait mobile avec cette chanson. SFR invente l'option Happy Zone. Non bon c'est bon, là je peux clairement pas, c'est pas possible. Bon après je dis pas, la façon qu'a eu James Gunn de filmer cette scène sous la perspective de Groot est intéressante, mais mis à part ça, c'est pas vraiment ouf. Bon sinon après tout ça, je vais peut-être me mettre à spoiler un peu, donc pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu le film, bah rendez-vous à la fin des spoils. On y go. Alors déjà on va parler de l'antagoniste principal, qui n'est autre que le père de Star-Lord joué par Kurt Russell. Et c'est d'ailleurs un antagoniste qu'on n'avait pas du tout vu venir à 10 000 km, puisque dans les 3/4 du film, nos héros ne sont confrontés à aucun méchant digne de ce nom. C'est vrai, à part la tribu des Oscars ultra susceptible du début et les ravageurs du Hindu, y a carrément pas un rang en termes d'antagoniste omnipotent. Hein. Et donc tout ça pour dire que j'ai vraiment pas trouvé la trame scénaristique intéressante, puisque passé la scène de course-poursuite du premier acte, nos héros s'échouent sur une planète où ils rencontrent Ego, et à partir de ce moment, non seulement ils vont tous prendre des chemins différents, mais en plus de ça, Peter, Gamora et Drax vont pouvoir router sur la planète d'Ego jusqu'à la fin du film, et je rappelle qu'ils les accostent sur cette planète dès le premier acte. J'ai trouvé cette mise en scène interminable, voire même chiante, surtout que quand on y réfléchit, nos héros découvrent le monde d'Ego, qui est apparemment l'un des vilains les plus puissants du MCU, par pur hasard, juste en se promenant dans la galaxie. Mouais. Autre point négatif, voire limite ridicule, ils ont rajouté dans ce volet de l'émotion, de la tristesse, de la mélancolie, bref. Ce que je veux plutôt dire, c'est qu'ils ont essayé de rajouter des scènes où certains personnages vont se remettre en question. Il y a beaucoup de rapports à la famille dans cet opus, le lien père-fils entre Peter et Ego bien sûr, mais également avec Yondu, sans oublier la relation hyper ambiguë voire psychopathique entre Gamora et Nebula. Perso, je n'ai eu absolument aucune empathie pour la mort de Yondu, j'ai trouvé la scène de deuil de Peter totalement inappropriée par rapport au ton du film. Décidément, entre l'humour et l'émotion, il n'y a vraiment rien réussi dans ce long métrage. C'est une petite chose en fait, la dernière demi-heure qui est quand même plutôt épique et bien réalisée, je dois l'admettre. Mais s'il faut qu'on attende 1h30 pour que ça devienne intéressant... Et je ne parlerai même pas du caméo de Stallone qui doit clairement être en manque de grosses franchises pour en arriver là. Hashtag sniff Expendable 4. Voilà pour ces Gardiens de la Galaxie que j'ai trouvé clairement chiant avec des blagues d'une lourdeur sans nom, ce qui rend en final les personnages extrêmement lourds. Dans le premier, ça passait, dans celui-ci, non. Passons maintenant au dernier film de Ridley Scott, Alien Covenant. There was a boy. C'est assez amusant ce qui se passe en ce moment, parce que cet Alien Covenant fait un peu l'effet Batman v Superman niveau critique. Les avis divergent complètement. Pour ma part, j'ai kiffé. C'est beaucoup mieux que Prometheus, et pourtant on retrouve le même genre de conneries. Pour retracer la timeline de la saga, cet Alien Covenant se déroule 11 ans après les événements survenus dans Prometheus, et 18 ans avant ceux du premier Alien. Comme d'habitude, on retrouve donc l'équipage d'un vaisseau, le Covenant, en route pour Orgaisis, une planète éloignée que nos héros comptent coloniser. Mais bien sûr, leur destination sera tout autre, puisqu'ils vont faire un détour sur ce qu'on va appeler l'enfer sur une planète inconnue. Bon, du coup, je vais commencer par les petits soucis du film, le premier étant les personnages, qui sont pour la plupart du temps totalement cons. Alors que les personnages prennent de mauvaises décisions, c'est une chose, mais le tout est de savoir pourquoi ils prennent ces décisions qui les mèneront tout droit vers une mort certaine. Il est bon de savoir que dans ce long métrage, beaucoup de personnages sont en couple, ce qui fait que la plupart d'entre eux sont plus réceptifs à réagir sous le coup de l'émotion que de l'intelligence. Ce qui est quand même, faut le dire, un gros problème dans un film de ce genre.
Surtout que je pourrais même en rajouter une couche, en disant que notre équipage se retrouvant sur une planète inconnue sans savoir si elle est hostile ou non, il est évidemment normal de passer son temps à se séparer les uns des autres. Ça, c'est la logique de Ridley Scott. Bon après oui, j'ai bien compris que d'isoler nos personnages fait intégralement partie d'une mise en scène tout bonnement horrifique. On sépare des personnages pour qu'ils puissent se retrouver seuls et ainsi les mettre en scène dans une ambiance bien stressante avant de les tuer pour la plupart d'entre eux. Mais en principe, on reconnaît une bonne mise en scène d'horreur quand nos personnages se séparent pour des raisons évidentes, et pas parce qu'ils ont des idées de se séparer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la facilité de mise en scène. Et de ça, Ridley Scott, il en est le roi. Mais bon, après tout ce panel de points négatifs, il y a quand même certaines choses qui m'ont fait grave kiffer. Pour commencer, l'introduction de ce film est juste parfaite. Le décor utilisé est aussi épuré que le dialogue entre David et Weyland, sans parler de la musique qui n'est autre qu'un grand classique de Richard Wagner. L'intégralité de cette séquence a été réalisée de façon extrêmement propre, un fond blanc sur paysage naturel, un piano, un trône, tout cela faisant bien sûr référence à la divination, à la création, à la perfection. Je trouve que c'est une très bonne idée de commencer le film de cette façon, puisqu'on s'attaque direct au cœur du film, qui est bien sûr la création. Je voulais aussi parler des décors et en particulier cette fameuse planète inconnue. Je trouve tout bonnement que ça en jette un max. Là où les décors de Prometheus me laissaient de marbre, ici je trouve le paysage relativement sombre avec des intempéries, des forêts gigantesques, bref. Même si tout ça reste du pur fond vert, ça a quand même une sacrée gueule je trouve. Et pour en terminer avec cette critique d'Alien Covenant, je vais faire une toute petite partie spoiler qui démarre maintenant, donc si vous n'avez pas encore vu le film, bah barrez-vous. Bon c'est pas vraiment une surprise, mais vu que Alien Covenant se déroule quelques années avant le Alien premier du nom, on se doute bien que la créature va trouver un moyen de proliférer, et cette cause de prolifération, eh bien on la doit à... Michael Fassbender, alias l'androïde David. Je trouve ça assez intéressant que Ridley Scott ait choisi d'affranchir un androïde de cette façon, car au final c'est assez paradoxal comme philosophie. David est une création de l'homme qui engendre lui-même un nouvel organisme. Tout le concept de Prometheus s'axait sur qui a créé l'homme, et ici on s'attarde sur qui a créé le xénomorphe. J'ai trouvé ce délire créationnel très intéressant, voire limite amoral, surtout qu'avec Weyland comme concepteur, David ne pouvait qu'avoir en tête des idées de grandeur divine, avec notamment des citations qui en disent long, du genre « Vas-tu servir au paradis ou régner sur l'enfer ?» C'est tellement poétique. Bon, et sinon concernant la fin entre Walter et David, je dois dire que c'était pas du tout une évidence. Sérieux, c'était quand même assez évident que David l'emporte sur Walter, sinon pourquoi Ridley se serait cassé la tête à faire un cut en plein milieu du combat, avec comme dernier plan David attrapant un couteau. Le final était donc pour moi relativement prévisible. Voilà pour cet Alien Covenant qui répond à quelques questions laissées en suspens par Prometheus, mais qui hélas hérite des mêmes raccourcis scénaristiques que son prédécesseur. Merci beaucoup Ridley pour ta logique totalement discutable. Sur ce, je vous laisse avec un des sons les moins dégueulasses des Gardiens de la Galaxie. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao! Bam, shining the lang and the shot light.